Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous du grand format de ce dimanche 13 décembre 2020. Les jours passent et la distance des apprenants avec les livres persiste. La joie et le goût de la lecture ont petitement déserté le forum. Même les livres des auteurs béninois reçoivent très peu d'engouement et pourtant les initiatives pour rapprocher les livres des lecteurs ne manquent pas. Augustino Agbemavor est porteur d'une initiative dans ce sens. Il est manager général de Book Connect et l'invité du grand format. Il viendra nous développer les tenants et aboutissants de la campagne dénommée Consommons le livre béninois. À sa suite, nous parlerons de la santé du monde de l'artisanat béninois, de la crise qui secoue ce sous-secteur aux élections professionnelles en perspective. Justin Ouessou-Sonon est le troisième coordonnateur national de la coalition des artisans pour un nouveau départ. Il nous dira deux mots sur cette actualité. Gardez donc votre position d'écoute. Vous entendrez mes deux invités dans la deuxième partie de cette émission. La première va démarrer par le journal dont voici les titres. L'actualité nationale avec le chef de l'État qui poursuit sa tournée de reddition de comptes dans les communes du pays. Vendredi dernier, Patrice Talon était dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est un président de la République au relais de la réussite du système partisan qui a échangé avec les populations et la jeunesse. Résumé à suivre dès le début de ce journal. Et puis, le concours de recrutement de 100 auditeurs de justice a bel et bien été lancé hier samedi à Cotonou. 1498 candidats prennent part à cette compétition. Deux ministres du gouvernement ont donné le top de cette évaluation au lycée technique Koulibaly en garantissant dans le même temps les mesures prises pour sa transparence. À suivre également le compte-rendu de la soutenance de thèse en droit public de Jacques Memavor Hounsou. Le magistrat est reparti hier de l'université d'Abomey-Calavi avec le grade de docteur. Les travaux de ses recherches ont porté sur l'arbitrage dans le règlement des litiges nés des contrats administratifs. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonjour à tous. On prend tout de suite la direction de la 6e circonscription électorale pour rejoindre le chef de l'État. Vendredi dernier, disais-je en titre, le président de la République était dans la commune d'Abomey-Calavi avec les populations de la cité dortoir. On a parlé développement, mafia foncière et surtout réforme du système partisan. Une réforme vivement saluée par la jeunesse. Eh bien, justement, nous allons écouter les mots de satisfaction et de remerciement des jeunes, les doléances du maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Arondino, suivi donc de la réaction du président Patrice Talon. Monsieur le Président de la République, votre premier quinquennat fut un quinquennat de réforme. Mais il y a une réforme qui a eu des retombées positives énormes sur la jeunesse de la commune d'Abomey-Calavi. La réforme du système partisan. Monsieur le Président de la République, la réforme du système partisan a permis à la jeunesse d'Abomey-Calavi de se faire représenter au niveau de plusieurs instances de décision de notre pays. Parce que l'esprit de cette réforme, c'est de permettre à la jeunesse et aux jeunes militants, aux femmes militantes, d'être reconnus et d'être célébrés, d'être valorisés. Monsieur le Président, grâce à cette réforme et à l'issue des élections législatives de 2019, notre commune et notre circonscription électorale, eh bien, nous avons eu ici un député âgé de 32 ans. Honorable Epiphane Renfort, qui se trouve être le plus jeune député de la 8e législature. Nous avons eu ici, toujours grâce à la réforme du système partisan, à l'issue des élections communales de 2020, des élus communaux âgés de 32 ans. Le plus jeune conseiller communal d'Abomey-Calavi a 32 ans. Et ils sont plusieurs conseillers communaux à avoir moins de 35 ans. Et plus de 60% des élus communaux d'Abomey-Calavi ont moins de 50 ans. Tout ceci grâce à la réforme du système partisan. Mieux, c'est l'un d'entre les plus jeunes conseillers communaux qui est désigné pour être le maire de la commune pour les 6 années qui viennent. Tout ceci grâce à la réforme du système partisan. Voilà pourquoi les jeunes me chargent de vous dire merci. Parce que cette réforme a été possible grâce à votre grande connaissance de la sphère politique du Bénin. Merci, Monsieur le Président, d'être venu à nous. Puisse Dieu et les mains de nos ancêtres veiller sur vous.
qu'il vous inspire, qu'il vous accorde bonne santé et longévité, afin que toutes vos nobles ambitions pour notre pays se réalisent. La commune d'Abomey-Calavi a besoin d'infrastructures appropriées pour gérer efficacement les inondations, surtout dans les arrondissements de Godomè et de Toba. La réalisation du projet de contournement Nord-Cotonou, qui permettra de relier directement Abomey-Calavi à Semenkodji. L'effectivité de la sécurisation foncière qui, à travers la lutte contre la mafia foncière, sera un bonheur pour toute la population entière de la commune d'Abomey-Calavi. Par exemple, le foncier. Nous avons fait des choses graves dans tout le pays depuis très longtemps. Et on n'a pas trouvé une parcelle à Godomè pour construire un marché pour nos braves populations. J'en ai eu les larmes aux yeux. Ici à Calavi, si vous vous rappelez bien, j'avais dit, grâce à vous, notre victoire, ma victoire aux élections présidentielles était certaine, qu'il n'y avait pas de doute. Nous étions certains ici à Calavi qu'une autre démarche, une autre dynamique allait commencer en 2016. Et ce fut effectivement ainsi. Voilà pour ce qui est de la journée du vendredi. Il faut préciser que le périple du chef de l'État s'est poursuivi. La capitale économique a donc reçu le président Patrice Talon. C'était hier samedi. Et donc cette information vous reviendra dans nos prochaines éditions. Nous allons maintenant suivre la synthèse de Maître Alain Orula, ministre porte-parole du gouvernement. Il nous fait ici le point de la 20e journée du périple du chef de l'État, Patrice Talon. Le président de la République a tenu une séance presque interactive, puisque à Calavi plus qu'ailleurs, il y a eu des réactions, des échanges quasiment avec le président de la République qui était dans un dialogue plutôt que dans une mission de reddition des comptes. Et l'exercice incontournable de la présentation des acquis de notre programme d'action a été sommaire. Le président de la République s'étant concentré sur la renaissance de notre pays, qui est le fruit de nos réalisations et qui en est en même temps la cause. Et dans des recommandations presque testamentaires, le président de la République a restauré le peuple dans sa démocratie, a responsabilisé notre peuple pour que nos travers, qui ne doivent plus être célébrés, ce qui nous a permis et ce qui illustre cette renaissance soit durable. Parce que les travers sont toujours là. Ils sont en sommeil et le chef de l'État exhorte les populations à rester vigilantes pour garder, consolider et pérenniser les acquis de cette renaissance. Le président de la République a responsabilisé les Béninois sur la feuille de route qu'il leur appartient dorénavant de tracer pour leurs dirigeants, qui ne doivent plus être considérés comme des mythes vivants. Illustration de certaines de nos expressions, notamment en fond, qui conditionnent nos réflexes et qui font du président de la République non pas d'un chef élu de l'État, mais d'un monarque de droit divin, que dis-je, d'un chef qui achète un pays et qui peut en faire ce qu'il veut. Donc il s'est agi d'une démystification de l'approche des peuples par rapport à leurs dirigeants qui ont été démythifiés et qui doivent être surveillés, qui doivent être encadrés parce qu'ils ne sont qu'élus au service d'un peuple pour lequel ils doivent travailler, une méthode qui a fait ses preuves puisque c'est grâce à cette humilité, à cette modestie que le gouvernement de la République du Bénin, avec à sa tête le président Patrice Talon, a réussi à sortir notre pays de sa léthargie d'avant, léthargie facilitée par cette approche conceptuelle du pouvoir, une approche dogmatique et théocratique vers une approche beaucoup plus démocratique, à savoir
le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple. Et c'est une recette que le président de la République invite, exhorte les populations, nos compatriotes à garder jalousement afin que plus jamais notre pays n'aille à la dérive et que les dirigeants soient au service du peuple plutôt que l'inverse. Voilà, on quitte là le département de l'Atlantique pour le département du Borgou. Le Borgou, la question du statut des chefferies traditionnelles au Bénin a refait surface. Elle était d'ailleurs le thème central d'une séance d'échange qui a réuni à Parakou les têtes couronnées et les dignitaires traditionnels. Les travaux ont été présidés par le ministre de la Justice et de la Législation, garde des Sceaux Séverin Quenom. On va faire maintenant le point avec Raoul Steve Gounoukon. Cette séance d'échange fait suite au forum sur les chefferies traditionnelles au Bénin tenu en 2008 et qui recommande la prise d'un test réglementant la chefferie et la royauté traditionnelle. Une séance d'opérationnalisation qui s'inscrit donc dans le cadre du processus de mise en législation qui revêt une importance capitale aux yeux des autorités locales. Cette séance, j'ose le dire, était attendue pour plus d'un. Car avec cette opéralisation des recommandations du Forum de 2008, ce sont, je l'espère, les problèmes qui mettent à mal le prestige et le caractère hautement sacré de nos rois et dignitaires qui seront pris en compte. Et des problèmes, je peux vous dire qu'il y en a assez, à commencer par la succession. Combien de fois la justice ou l'administration territoriale ne s'est-elle ainsi saisie qu'une question successorale au sein d'une royauté ou d'une chefferie pour apaiser les tensions? La chefferie traditionnelle au Bénin évolue depuis les indépendances dans un vide juridique que le gouvernement entend combler. Ceci pour leur contribution remarquable au renforcement de notre démocratie, selon le garde des Sceaux. Depuis l'époque coloniale et l'accession de notre pays à l'indépendance, elles évoluent malheureusement, presque toutes, quasiment, dans un vide juridique en l'absence de règles formelles qui les organisent et qu'il est temps que le gouvernement organise. C'est donc un vide que le gouvernement entend à présent combler. J'allais même dire, Majesté, qu'il y a urgence à le faire. D'autant que la réalité reste l'existence et la persistance de crises, de nombreuses crises qui caractérisent la dévolution successorale dans les royaumes et chefferies traditionnelles de notre pays. Cet état de choses est préoccupant, très préoccupant. Vers un statut des chefferies traditionnelles au Bénin, c'est le thème central de cette séance d'échange qui va clarifier les concepts de rois, chefs traditionnels, dignitaires et chefs des cultes. Il n'échappe en effet à personne que les règles établies depuis des générations sont remises en cause. Madame la représentante du maire l'a dit tout à l'heure, laissant la confusion s'installer dans les cours, dans les villages, entre les chefs et collectivités et les hauts dignitaires des cultes vaudous. Il est évident que cette atmosphère chrysogène constitue une entrave au développement de nos communautés et des menaces à la paix et à la stabilité du pays. C'est pourquoi le gouvernement s'emploie à mettre en œuvre des stratégies pour asseoir durablement un climat de paix et de concorde afin que rayonnent nos cultures, nos valeurs et nos mœurs traditionnelles. L'heure a donc sonné. L'adoption des textes subséquents renforcera donc, à n'en pas douter, notre système démocratique. La constitution révisée du Bénin reconnaît déjà la chefferie traditionnelle et les recommandations issues de cette séance vont conduire à la prise d'une loi et ses décrets d'application qui donneront un statut réel à ces personnalités morales. Et puis, cette triste nouvelle, le professeur Ferris Iroko a été fauché par la mort au mois de novembre dernier. L'inhumation de l'universitaire a eu lieu hier samedi. Mais avant, enseignants et chercheurs de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres ont organisé une cérémonie d'hommage en sa mémoire. C'était vendredi dernier au Hall des arts des sports de Cotonou. Reportage à Sion Monkani à Sion.
l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin a rendu les derniers hommages au professeur titulaire Abiola Félix Iroko. Une cérémonie organisée au Hall des Arts et Sports de Cotonou le vendredi 11 décembre. Occasion pour la communauté scientifique et universitaire de témoigner à l'illustre académicien disparu toute sa reconnaissance. La mort a emporté dans ses draps humides notre confrère, l'infatigable et dévoué apôtre de l'enseignement et de la recherche. Sa vie fut, à notre jugement humain, courte, mais de toute évidence, incontestablement lourde, immense et dense. Et c'est avec nos cœurs remplis de compassion que nous vous présentons nos sincères et vives condoléances. Nous restons avec vous dans l'espérance qu'il est dans la félicité éternelle. À ces hommages, le gouvernement est représenté par 2 ministres, Éléonore Yaïla-Decan et Jean-Michel Abimbola. À leur côté, l'ancien ministre d'État Bruno Amoussou. Tous sont tenus à rappeler un pan de la vie du professeur. En ces moments de recueillement et de questionnement face au mystère de la mort, je nous invite à nous garder fidèlement du professeur Félix Abiola Iroko, un homme de cœur, de savoir et de devoir, passionnément attaché à son université qu'il a honorée, de sa renommée et de sa valeur humaine. Mais ce à quoi le grand public a été sensible, c'était le souci de l'immense érudit de rendre disponible partout sur l'ensemble du territoire national l'histoire des aires culturelles du Bénin. Aires culturelles, concept qu'il a réussi à imposer au lieu de tribus, ethnies ou peuplades, terme pas suffisamment valorisant à son goût. Il a œuvré pour que nous puissions nous découvrir. Il l'a fait avec l'humilité qui a été rappelée. Il l'a fait avec toute une méthodologie originale. Il l'a fait avec un engagement que nous saluons tous. Étudiants, anciens comme nouveaux, ont aussi exprimé leurs sentiments à l'égard d'Abiola Félix Iroko. Né en 1946 à Zinvier, Abiola Félix Iroko, originaire de Kétou, est une des bibliothèques béninoises et africaines qui a brûlé. Abiola Félix Iroko est décédé le 13 novembre des suites d'un accident. Son inhumation a eu lieu le samedi 12 décembre. Il faut dire que les témoignages à l'endroit du disparu n'ont pas manqué lors de la cérémonie d'hommage que lui a rendue l'Académie nationale des sciences, arts et lettres. Ses collègues professeurs et autres amis sont restés unanimes sur les qualités de l'homme de science que fut le professeur Félix Iroko. On les écoute. Nous nous sentons redevables d'une personnalité pétrie de connaissances et grand pédagogue qui nous a motivés sans le savoir. Faisant partie des premiers enseignants nationaux de notre université, il l'a vu grandir pendant ces 50 dernières années. C'est donc une mémoire vivante de notre institution qui tire sa révérence. Membre de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, récipiendaire de plusieurs distinctions internationales, Abiola Félix Iroko est connu de par ses enseignements dans plusieurs universités d'Afrique de l'Ouest et du Centre et a pris la parole dans d'innombrables séminaires et colloques qui sont tenus sur les continents africains, européens et américains. Cet hommage solennel que lui rendent ses compagnons
les différentes entités auxquelles il a appartenu, aussi bien au niveau de l'université que des institutions de la République, n'est qu'un juste devoir que nous nous efforçons d'accomplir ce jour. Vos actes resteront à jamais gravés dans nos archives et vos œuvres se poursuivront pour des générations. Votre convivialité est aussi un des traits distinctifs que nous retenons de votre passage dans notre équipe. Je vous l'annonçais en titre il y a quelques minutes, le concours de recrutement de 100 auditeurs de justice au Bénin a démarré hier. Les épreuves ont été lancées au lycée technique Koulibaly à Cotonou par 2 ministres du gouvernement. Il s'agit de la ministre du Travail et de la fonction publique et son collègue en charge de la justice. Au total, 1498 candidats, dont 448 femmes, se disputent les 100 places à pourvoir. Les précisions avec Ulrich Gaba et Elvis Tonokouin. La ministre de la fonction publique et son collègue de la justice partagent ici les premières épreuves du concours de recrutement de 100 auditeurs de justice. Le présent concours fait suite à la décision du Conseil des ministres pour le renouvellement et le rajeunissement de l'effectif justice. Vous savez, nous avons des juridictions, nous en avons créé de nouvelles. Et le personnel ancien va à la retraite. Il faut donc pourvoir à tous les postes qui deviennent vacants. Voilà donc pourquoi, suivant les études qui ont été faites, il y a lieu de procéder au recrutement de 100 nouvelles têtes. C'est ce que nous faisons ce matin. Alors, pour ce qui est de l'organisation, vous avez pu noter par vous-même que non seulement nous avons commencé à l'heure, mais les candidats étaient déjà en salle. Ça veut dire que l'organisation n'a souffert d'aucune approximation. Nous avons veillé avec Madame la ministre de la fonction publique du travail, nous avons veillé à ce que tout se passe correctement, c'est-à-dire dans le rythme de la rupture. Du côté du ministère du Travail et de la fonction publique, l'organisation de ce concours a fait l'objet d'une profonde rigueur pour offrir aux 1498 candidats en composition les mêmes chances de réussite. Je voudrais à l'occasion rassurer tous les candidats ainsi que leurs parents. Ils le savent bien, depuis l'avènement de la rupture, la transparence est de mise dans l'organisation des concours. Qu'ils soient rassurés que les meilleurs seront admis. 2 jours durant, les candidats vont composer dans 3 matières, à savoir culture générale, procédure pénale et procédure civile. 448 femmes prennent part à ce concours, soit environ 30% de l'effectif total des candidats. On change de destination, direction Grand Popo dans le département du Mono pour évoquer cette fois-ci la tenue hier samedi de la 4e édition de la journée de l'inspecteur de l'enseignement du premier degré. Le thème retenu cette année remet sur le tapis les défis actuels du sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Reportage Geoffroy Vincent sur des images de Florando. Les inspecteurs de l'enseignement du premier degré s'offrent ici un week-end de tourisme, de détente, d'aération et de réflexion. Pour une 4e édition de la journée à eux dédiée, ils ont choisi se mettre à quelques encablures de l'océan Atlantique, à l'hôtel Bel Azur, de la cité balnéaire de Grand Popo. Convaincu que vous vous plairez bien dans cette cité des Popos, je vous souhaite donc un beau, agréable et plaisant séjour à Grand Popo. Collègues inspecteurs, notre corporation vit des instants très critiques. Le monde scolaire est en perpétuelle modification et beaucoup d'innovations y sont intervenues. Les enseignants de nos jours ne sont pas ceux d'hier. Cela appelle de nous un recadrage de nos conceptions, de nos méthodes de gestion. Ces occasions nous permettront d'échanger, de mettre en lumière nos expériences et de nous offrir des visions nouvelles, des méthodes repensées au contact des expériences vécues des uns et des autres. La journée de l'inspecteur de l'enseignement du premier degré est organisée depuis 2017 par l'Association des inspecteurs de l'enseignement du premier degré AIEPD.
Le thème retenu pour guider les manifestations de cette édition est l'AIEPD face aux défis actuels du sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Je vous encourage à continuer à croire à ce germe que, ensemble, nous sommes en train de développer pour que notre corporation, la corporation des inspecteurs de l'enseignement du premier degré, puisse, dans le concert des associations, être une association fêtière digne du nom. Ces inspecteurs sont les premiers acteurs du corps de contrôle des enseignements maternels et primaires. Les participants sont venus des 4 coins du Bénin. Ils sont des inspecteurs à la retraite et en service. Les festivités de retrouvailles actuelles ont une résonance particulière en ce sens qu'elles expriment le nécessaire réconfort après autant d'objectifs atteints malgré un contexte de crise sanitaire aiguë et sans précédent. C'est le lieu de vous décerner un satisfecit à vous, mesdames et messieurs les inspecteurs, vous qui, sans relâche, avez donné le meilleur de vous-même, chacun en ce qui le concerne, pour l'atteinte des objectifs fixés à notre sous-secteur pour l'année qui se termine. L'objectif principal de cette journée est de permettre aux inspecteurs de se retrouver, d'évoquer les différents problèmes et de trouver des approches de solutions en libérant la parole. Des communications sont prévues à cet effet. Voilà, on quitte le premier degré de l'enseignement pour un niveau beaucoup plus élevé. Le magistrat Jacques Kaounsou fait son entrée dans le cercle des docteurs en droit public de l'Université d'Abomey-Calavi. Avant d'être élevé à ce grade, le candidat a exposé les résultats de sa recherche qui porte sur l'arbitrage dans le règlement des litiges nés des contrats administratifs. C'était à l'occasion d'une soutenance de thèse qui a eu lieu hier samedi à la chaire UNESCO de l'Université d'Abomey-Calavi en présence des amis et parents. Précision, Clément Attiadé et Derun Pevi. Le jury vous élève au grade de docteur en droit public de l'Université d'Abomey-Calavi. Par ma voix, le jury vous adresse ses félicitations. L'impétrant élevé au rang de docteur en droit public de l'Université d'Abomey-Calavi, le voici, Jacques Kaounsou. Mais avant d'arriver à cette délibération de ce jury pluridisciplinaire, environ 5 ans de travail de recherche pour le praticien expérimenté de droit en sa qualité de magistrat. Le candidat s'est penché sur une problématique originale et d'actualité selon le jury. L'arbitrage dans le règlement des litiges nés de l'exécution des contrats administratifs. Après ces enquêtes de terrain, Jacques Kaounsou présente devant ses maîtres le fruit de sa recherche scientifique, ici retracé dans ce document d'environ 400 pages qu'il a su défendre publiquement. Je dois remercier les membres du jury. Je rends grâce à l'Éternel pour m'avoir permis d'atteindre ce niveau. Mais je pense personnellement que c'est une introduction dans le débat. C'est maintenant que je vais davantage prendre cours à la recherche. À travers cette thèse de doctorat, le candidat met en exergue la révolution intervenue il y a quelques années dans le règlement des litiges nés des contrats administratifs. Il prend en effet la défense de la nécessité d'opter pour d'autres voies de règlement, notamment l'arbitrage. Pour l'impétrant, l'arbitrage regorge bien d'avantages qui intéressent aussi bien les personnes morales, en l'occurrence l'État, et les personnes privées. L'intérêt, c'est déjà de se dire que l'essentiel pour eux n'est pas de s'accrocher toujours à la justice étatique, mais qu'il y a bien des avantages pour eux à aller vers l'arbitrage pour le dénouement des litiges qui naissent entre eux et leurs partenaires. Et pour améliorer la qualité de ce document, les membres du jury ont apporté chacun des critiques, des commentaires, mais aussi des propositions. Une satisfaction pour le directeur de l'impétrant. C'est une thèse de qualité qui vient d'être soutenue, qualité tenant à la personne, qualité tenant à son parcours, qualité tenant au sujet de thèse.
qui s'est voulu non clivant, qui s'est voulu transcendant de la summa divisio du droit qui consiste à séparer le droit public et le droit privé. Et ce sujet étant un sujet transversal, a appelé un travail transversal et un jury transversal aussi. Et c'est le lieu de féliciter le candidat pour ses prestations de chercheur, son humilité et son engagement dans la recherche. Le débat scientifique sur l'arbitrage dans le règlement des litiges nés de l'exécution des contrats administratifs vient ainsi d'être posé. Le désormais docteur Jacques Roussou s'engage à creuser davantage le sujet pour répondre à un nouveau besoin des acteurs des contrats administratifs pour le bonheur de l'intérêt général. Voilà qui vient mettre un point final à cette première partie que je vous remercie d'avoir suivi. On marque une courte pause publicitaire et on revient parler littérature et goût de la lecture. Augustino Agbemavo est le manager général de Book Connect. Il se désole du fossé, sinon de la distance constatée entre le livre et les lecteurs. On va l'écouter dans une poignée de minutes. Bienvenue chez Airfroid Technologies. Vous y trouverez des climatiseurs split system à modèle tropicalisé avec unité extérieure, anti-corrosion, silencieux et très économique en consommation électrique. Vous avez la possibilité de rechanger toutes les pièces possibles, en plus d'un service après-vente assuré sur tous vos achats. Pour tout contact, appelez au 00229 21 32 65 43 61 17 63 77 ou visitez notre showroom juste en face de l'église Saint-Jean à Cotonou. Avec la qualité des climatiseurs à Airfroid Technologies, économisons l'énergie électrique. Airfroid Technologies, King Mensa vous le conseille. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Voilà, comme je l'avais annoncé, on va parler littérature béninoise et comment restaurer le goût de la lecture. Pour en parler, on reçoit sur ce plateau du grand format Augustino Agbemavo. Il est le manager général de Book Connect. Augustino, bonjour. Bonjour, cher ami journaliste. Merci d'être venu sur le plateau du grand format. Parlez-nous un peu de mots de Book Connect. C'est quoi exactement? Alors, Book Connect, c'est quoi? C'est un site web, d'accord, qui vous permet aujourd'hui, qui permet aux parents d'élèves de rester chez lui, de commander un livre et de le recevoir à la maison. Le triste constat, c'est que à chaque fois que nos parents ont besoin d'informations sur les livres, ils doivent se déplacer, aller en librairie et faire plusieurs allers-retours lorsque le livre n'est pas disponible. Donc nous apportons cette solution-là qui permet aux parents d'élèves d'acheter un livre en ligne, de payer en ligne et de se faire livrer où qu'il soit. Et à ce niveau, nous livrons partout au Bénin et à l'international. Nous avons des partenaires aujourd'hui avec nous qui nous accompagnent dans ce sens-là. Alors, autre chose que nous faisons aussi, c'est le prêt de livres. Donc, nous avons une bibliothèque. Vous prêtez les livres? Oui. Le parent peut souscrire un abonnement pour son enfant élève de la 6e, qui soit en 6e ou en terminale. Donc, il reçoit les livres à domicile ou à l'école. Et il lit. Maintenant, le livre est physique ou bien c'est un téléchargement? Comment ça se fait concrètement? Voilà. Alors, la librairie, la bibliothèque mobile, c'est le livre papier. C'est ça. C'est le livre papier. Nous avons aussi une bibliothèque numérique qui a près de 300 000 e-books que vous pouvez lire même en mode hors connexion en faisant un abonnement.
Et l'autre service que nous avons, c'est un club de lecture pour enfants de 8 à 10 ans. Vous savez, l'amour pour le livre se cultive dès le bas âge et les enfants ont cette habitude-là à aller vers les livres. Donc, nous avons créé ce club de lecture-là pour davantage insuffler le goût de la lecture auprès des enfants. D'accord. Alors, pourquoi on sent aujourd'hui cette distance entre les livres et les lecteurs? Alors, cette distance s'explique par plusieurs facteurs. Vous savez, aujourd'hui, voilà, déjà, le tien fait que le parent soit obligé de se déplacer, d'aller en librairie ou en bibliothèque avant d'avoir un livre. Vous voyez, c'est déjà un certain facteur aujourd'hui qui limite, en fait, vous voyez, un peu les parents et autres. Mais nous, aujourd'hui, nous apportons cette solution-là, vous voyez, pour pallier à cela, d'accord, et rapprocher le livre des lecteurs. Vous connaissez le livre où que vous soyez aujourd'hui. D'accord, donc vous faites un travail, on peut le dire, quelque peu responsable, qui rapproche donc les apprenants des livres. Et aussi, le travail que nous faisons, c'est d'inciter, c'est d'éduquer également les élèves, les jeunes, à aller vers le livre. Le simple fait que l'élève sache qu'aujourd'hui, il n'a plus besoin d'aller en bibliothèque et que le livre vient vers lui à la maison ou à l'école, le motive l'incite davantage à aller vers la lecture. Alors, ce rapprochement que vous créez, comment vous évaluez concrètement l'impact à votre niveau? Alors, l'impact s'évalue aujourd'hui en termes de nombre d'abonnés que nous avons, d'accord? C'est aussi... Et vous en avez combien? Alors, aujourd'hui, en termes d'impact de la bibliothèque mobile, c'est près de 1500 enfants, parce que nous avons commencé cette initiative depuis 2017. 2017, ça fait 3 ans déjà. Ça fait 3 ans déjà. La bibliothèque était déjà fonctionnelle. Vous connaître le site web est venu déjà en 2018. Donc, c'est déjà en termes de nombre d'abonnés. Mais au-delà, lorsqu'un enfant s'abonne chez nous, par exemple, il fait le résumé du livre qu'il lit dans un cahier. Et quand nous passons pour renouveler le livre, nous corrigeons son résumé et donc on amène l'enfant à davantage améliorer son expression écrite et également son expression orale. Donc nous échangeons avec les enfants et aujourd'hui, je peux vous rassurer que le vendredi dernier, par exemple, il y a un parent qui m'a appelé pour témoigner une fois encore de la qualité du travail que nous faisons envers sa fille qui a été première de sa classe au thème du premier trimestre, par exemple. Donc, je vous rassure que ce que nous faisons a un impact et nous, derrière, nous avons mis en place un certain nombre de mécanismes pour suivre l'impact réel de ce que nous faisons et l'améliorer au jour le jour pour davantage aller plus loin. D'accord. Alors, quand vous parlez de livres, sinon quand nous parlons de livres, on parle du livre béninois, d'Afrique et du monde entier. Mais est-ce que vous sentez que le livre béninois est valorisé à la hauteur dois-je dire, des producteurs, des écrivains béninois? Bon, un travail est fait. Il faut quand même le reconnaître avec le gouvernement qui est en place. Un travail quand même de restructuration du secteur du livre est fait. Mais toujours est-il que voilà, tant qu'il reste à faire, il n'a encore fait. C'est pour ça que nous avons lancé une initiative. Si vous me permettez déjà un peu d'en parler. Consommons le livre béninois. Le mois d'octobre a été déclaré mois du consommation local. Il y a eu beaucoup d'activités, beaucoup de communication autour. Mais les activités vous n'avez pas senti qu'il y a une orientation vers le livre. Voilà. Et nous, on s'est dit, mais tiens, il y a quelque chose à faire. Il faut rattraper la chose. D'où la campagne Consommons le livre béninois qui a démarré le 15 novembre et qui va s'achever le 15 janvier. Donc, c'est une campagne qui vise à faire connaître tous les meilleurs livres béninois qui sont adressés aux enfants, aux jeunes et aux adultes. Nous voulons aussi inciter les parents à en acheter. C'est très important aujourd'hui. Nous sommes dans le mois de décembre. Bientôt, ce sera le Papa Noël qui va passer dans les écoles. Et les parents ont l'habitude d'acheter... Il faudrait que dans le sac de Papa Noël, il y ait au moins un petit livre. Ça, c'est notre combat au quotidien. C'est notre bataille de chaque jour. Et je profite une fois encore de votre micro pour lancer un appel aux parents d'élèves d'essayer la chose, d'inclure un petit livre dans les cadeaux qu'ils offrent à leurs enfants. Donc voilà un peu les objectifs de notre campagne. Et cela se passe très bien. Je remercie déjà tous les clients qui nous ont fait confiance. Je remercie aussi les différents partenaires qui nous ont accompagnés, toute l'équipe de Bouconnet qui supporte l'initiative derrière aussi. D'accord. Est-ce que vous visez loin? Est-ce que vous avez d'autres perspectives? Ou bien ça va s'arrêter juste après Noël pour qu'on dise, bon, vous avez rattrapé le mois du consommé local du mois d'octobre? Ah non, je vous rassure, Bouconnet est là. Et nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'être le leader dans la distribution, dans la diffusion du livre au Bénin et en Afrique. Donc aujourd'hui, nous livrons au Bénin et dans la sous-région et aussi en France, au Canada, partout dans le monde avec nos partenaires. Donc oui, nous voulons aller plus loin. Cette initiative va finir en janvier, mais Bouconnet est là, la bibliothèque mobile est là, la bibliothèque numérique également est là. Tous les services sont là et nous en travaillons chaque jour à les améliorer pour répondre davantage aux attentes de nos clients. Alors très rapidement, comment on va sur votre site et comment on vous contacte? Alors, le site est Bouconnet, donc B-O-O-K-C-O-N-E-K-T. Donc, j'invite les téléspectateurs à y aller. Allez sur le site, vous verrez le menu. Vous pouvez nous contacter au 66 99 59 48 ou encore au 67 35 02 92. Donc, allez sur le site, vous verrez les livres. Vous pouvez ajouter le livre à votre panier.
vous faites commander. Vous pouvez payer aujourd'hui par mobile money sans frais de retrait. Vous pouvez aussi payer par carte bancaire et vous aurez le livre où que vous soyez. Nous sommes là depuis près de 3 ans. Beaucoup de clients nous ont fait confiance parce qu'il faut le dire, beaucoup de Béninois sont encore sceptiques. Sur le e-commerce, beaucoup disent, mais vous êtes où? Est-ce que ce n'est pas de l'ANAC? Est-ce que ce n'est pas de l'ANAC? Non, je vous rassure. Nous avons eu beaucoup de prix, beaucoup de distinctions avec l'Union africaine, avec le ministère du numérique et de la digitalisation aussi. Donc, je rassure les uns et les autres que vous connaissez, c'est une bonne initiative. Et chaque fois que vous avez besoin d'un livre, pensez à nous. Où que vous soyez, le livre viendra avec vous. Allez, vous êtes dans un exercice plutôt complexe. Je vous souhaite du courage. Merci beaucoup. Ce qui donc consiste à rapprocher les lecteurs des livres. Merci d'être passé donc sur le plateau du grand format. Vous êtes Augustino Agbemavor, directeur, sinon manager général de Book Connect. Encore une fois, merci d'être placé sur le grand format. On va ouvrir une nouvelle page invitée juste après la combinaison et la complicité de la régie pour donc nos annonceurs. On va recevoir tout à l'heure Justin Ressou-Sonon. Il est le président de l'Union des garagistes professionnels du Bénin et 3e coordonnateur national de la coalition des artisans pour un nouveau départ. Avec lui, on va parler de la santé du monde de l'artisanat au Bénin. C'est tout de suite. À Noël, il n'y a rien de plus magique que de vivre de bons moments en famille. Alors, chers abonnés, passons Noël ensemble et profitez de 15 jours offerts à tout Canal+ pour tout réabonnement. Mesdames et messieurs, qui veut danser? Partez à la découverte de mondes merveilleux et vivez de grandes aventures en famille. J'hallucine. Je suis content que ça te plaise. Sois gentil, chaton. Oh, j'adore les histoires qui finissent bien. On va passer Noël ensemble. Tout est prêt pour qu'on profite de Noël ensemble. Ça y est, le nouveau jeu Tombola Comtesse est là. Après le premier jeu qui a fait de nombreux gagnants, le département Comtesse Innovation de ILBB, avec sa nouvelle gamme de boissons, vous revient avec son deuxième grand jeu Tombola. Jouez et remportez une moto, un poste téléviseur, un ordinateur portatif, une tablette, un smartphone, ainsi que de nombreux lots de consolation. Du 28 septembre 2020 au 22 février 2021, consommez et gagnez ces merveilleux cadeaux avec l'eau minérale de Comtesse et l'eau de fruits citron sucré. Comment jouer? Achetez votre eau minérale de Comtesse à 400 francs ou eau de fruits citron sucré à 500 francs chez votre distributeur. Écrivez au marqueur et au verso de l'étiquette votre nom, prénom et numéro de téléphone. Déposez les étiquettes remplies auprès de votre distributeur ou auprès de tout véhicule de Comtesse. Faites comme elle. Comtesse, à tout moment, mon seul réflexe, c'est la bonne eau. Comtesse, le plaisir de tous les jours. L'eau de Comtesse, eau du Bénin. Depuis quelques années, la société Wangyu Bénin fabrique du fer à béton made in Benin. La matière première provient du recyclage de la ferraille récupérée que nous recyclons. Notre production est faite sur des installations sécurisées suivant les normes internationales avec le souci perpétuel de préserver l'environnement. Nos produits sont de qualité supérieure en termes de nuances, de pliage, de respect du diamètre et sont surtout laminés à chaud, d'où son adhésion plus franche avec le béton. Nous disposons des fers de 6 jusqu'à 32. Attention, vérifiez notre marque HYB est sur le fer. Nous sommes les meilleurs rapports qualité-prix. L'horizon du 3e millénaire, ça c'est une structure qui marche très bien. Il achète des parcelles, il revend les parcelles. Les gens s'intéressent et les gens viennent et les gens achètent plein de trucs chez lui, auprès de lui. Les gens n'ont jamais eu de problème quand il achète des trucs. Même s'il essaie de négocier, il n'a jamais de problème. Moi, je vous rassure, les nouveaux acquéreurs qui désirent acheter auprès du 3e millénaire, il faut qu'il ait confiance, une très très grande confiance. J'ai intégré la parcelle depuis l'année 2000 jusqu'à ce jour. Donc sur la parcelle, nous n'avons pas un problème, aucun problème. Il fait bon vivre chez nous, à Pau ici. Nablewea, Athènes, Paris, France, fit debout. Rien à quoi, le 3e millénaire si. Problème debout là, comment on voit. Et ouais, quand on voit population, toi, à grand vers du go. Et au gigo est dessous parce que d'ailleurs, si il y a l'automéfie, et bien on pompe, micro de pompe, au naturel d'automéfie. Comme la tortue, à chacun son toit, les résidences du 3e millénaire vous offrent des parcelles non litigieuses avec titre foncier.
ça, c'est de la sape poteau. Mon style légendaire a encore fait des ravages. Un selfie, c'est bien, mais un constat, c'est mieux. Sam Assurance remorque votre véhicule et vous prête un véhicule. Merci beaucoup. Je vous en prie. Après votre constat, Saham Assurance remorque votre véhicule et le remplace. Saham Assurance, member of Sanlam. Moi aussi, je vais être assuré. Moi aussi, je vais être assuré. Allez, on évoque maintenant l'actualité liée au secteur de l'artisanat au Bénin. Et pour en parler, on reçoit Justin Ouessou-Sonon. Il est le président de l'Union des garagistes professionnels du Bénin et troisième coordonnateur national de la coalition des artisans pour un nouveau départ. Monsieur Ouessou-Sonon, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau du grand format. Vous allez nous dire très rapidement qu'est-ce qui a donné naissance à cette coalition qualifiée de coalition de nouveau départ. Oui, la crise qui secoue le secteur de l'artisanat. Donc il y a crise. Oui, qui secoue le secteur de l'artisanat depuis un certain moment, a fait réfléchir aux leaders du secteur. Quand je veux nommer les doyens Christophe Humbo, Sophie Guidi, Théodore et autres, ils ont réfléchi et ils ont dit ils ne peuvent pas quand même abandonner le secteur dans cette cacophonie. Et c'est suite à cela que la coalition des artisans pour un nouveau départ a été mise en place pour quand même restaurer le secteur. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. En tant que garagiste, on nous a appris que face à un problème, il faut poser le diagnostic et connaître les causes de la panne. Nous invitons les autorités du ministère de l'Artisanat de prendre les taureaux par les cornes et chercher les causes de cette panne-là. Parce qu'actuellement, à une époque où le secteur de l'artisanat a un grand rôle à jouer dans les réformes du système éducatif, vous n'êtes pas sans savoir que les artisans vont quand même contribuer à la formation professionnelle dans le système éducatif. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement, à travers le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, a mis en place 12 commissions techniques sectorielles. Et le rôle de chaque commission, c'est d'abord recenser la plateforme technique, identifier les compétences pour mettre au service de la formation professionnelle. Cette dichotomie ignoble qui secoue le secteur de l'artisanat ne peut pas favoriser ces réformes que le président Talon a mises en place. C'est pour cela cette coalition des artisans pour un nouveau départ a été mise en place pour quand même mettre de l'ordre dans le secteur de l'artisanat au Bénin. Alors vous êtes né quand et comment vous fonctionnez jusque-là? Nous sommes nés à l'approche des élections de la chambre de la nouvelle chambre des métiers de l'artisanat. L'initiative est venue sur la base d'un certain nombre de réflexions. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avions posé le diagnostic pour connaître l'origine du secteur. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu quand même preuve de légèreté et c'est ça qui a suscité cette dichotomie ignoble. Parce que lorsque les règles du jeu sont tracées, les uns et les autres doivent respecter ces règles du jeu-là. Avant la mise en place de l'Union des chambres interdépartementales des métiers, qui est la structure fêtière, l'interface entre les OPA et l'État central, il y a eu des règles du jeu qui ont été fixées. Normalement, les autorités du ministère de l'Artisanat devaient être regardants à l'installation même du bureau de cette fêtière. Il est formellement interdit que deux individus de la même branche du métier ne doivent pas siéger dans ce bureau-là. Allez-y voir. Et c'est ça là qui a suscité une dichotomie. Dans le même bureau, il y a des responsables. Quand je prends le vice-président, quand je prends le secrétaire général de l'UCIMB, ils ont écrit pour dénoncer leur président. Il y a eu beaucoup de dénonciations de part et d'autre. Le ministère de l'Artisanat devrait quand même tirer sur la sonnette d'alarme et
cherchez à voir ce qui ne va pas. Mais vous n'avez pas senti cela venant de l'autorité de tutelle? Non, il y a eu beaucoup d'actions de part et d'autre. Oui. L'autorité a laissé jouer à l'avantage et ce désordre est venu se répercuter maintenant sur l'organisation professionnelle des artisans, la fêtière même de cette organisation-là, la CENAB, et c'est ça qui a créé vraiment cette méfiance au niveau du secteur. Alors, de façon résumée, hein, M. Justin, oui. De façon résumée, pourquoi les artisans ont de difficultés à parler d'une même voix? Pourquoi cette division concrètement? Vous savez, aujourd'hui, le diagnostic est là et clair. Lorsque tous les partenaires techniques et financiers ont abandonné le secteur, l'autorité devait quand même chercher à savoir pourquoi les bailleurs qui financent le secteur ont abandonné. Ça veut dire qu'il y a mal donné à quelque part. On n'a pas cherché à savoir cela. Et il y a eu des dissensions au niveau des acteurs de l'artisanat. Dans un premier temps, on devait renouveler le bureau de la CENAB. Le problème a commencé à partir de là. Les deux parties se sont retrouvées face aux autorités du ministère. Ils ont dit non, ils sont régis par la loi de 1901. Ce sont eux-mêmes qui doivent régler leurs problèmes à l'interne. Il parle d'une certaine on a lancé les pourparlers. Un camp a pris position et l'autre camp a saisi le ministère de l'Intérieur pour éviter les troubles à l'ordre public. Le ministère de l'Intérieur a sorti quand même un communiqué pour interdire toute élection en attendant qu'on voit clair dedans. Mais un camp a foncé et a commencé par organiser les élections en bafouant du revers de la main la décision du ministère de l'Intérieur. Et quelle a été la suite? La suite, ils ont organisé des élections parallèles. L'autre cas a attendu jusqu'à cette levée de la mesure du ministère avant de commencer par organiser ces élections. Ce qui fut fait. Oui. Mais le ministère... Ça veut dire qu'en résumé, on a deux ailes. Deux ailes. Le ministère de l'artisanat qui devait réunir les deux camps autour d'une table pour quand même trouver un consensus, a pris une décision unilatérale reconnaissant un camp contre l'autre. Et là, cela a suscité vraiment un désordre. Je voudrais attirer votre attention sur un fait. Oui, vous savez, un acte authentique, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et du Code civil, un acte authentique fait foi jusqu'à inscription du faux. Mais la nullité absolue de l'acte prise par l'autorité qui devait chercher le consensus, ne l'a pas fait, mais pas fait et cause pour un camp. Et c'est ça maintenant qui crée tout le désordre dans le secteur. Alors de l'artisanat. vous maintenant, à votre niveau, quelle démarche vous avez fait au niveau de l'autorité de tutelle, puisque vous semblez souligner en quelque sorte une inertie ou bien une prise de position du ministère de tutelle. Le ministère de tutelle, sinon l'artisanat au Bénin, n'est-ce pas, a une institution de tutelle, n'est-ce pas? Alors quelle démarche vous avez fait à l'endroit des autorités du ministère de tutelle? La coalition des artisans pour un nouveau départ, pour ne pas faire échouer les réformes du système éducatif, a tenté à plusieurs manières pour quand même rencontrer les autorités du ministère de l'artisanat pour parler, pour pouvoir poser le diagnostic avant même l'organisation des élections de la nouvelle chambre des métiers de l'artisanat. Est-ce que vous avez été reçu? Non, on n'a pas été reçu. Bon, j'apprends dans les coulisses que dans les jours à venir, ils vont nous recevoir. Mais qu'est-ce qui a bloqué peut-être que le ministre n'a pas voulu quand même, le ministre est le seul à savoir. D'accord, maintenant vous apprenez dans les coulisses, n'est-ce pas, qu'on va vous recevoir. Donc vous devrez faire preuve de patience. Ah oui. Pour nous, l'objectif fondamental de la coalition des artisans pour un nouveau départ, c'est de tout mettre en œuvre pour que la nouvelle chambre des métiers de l'artisanat qui sera mise en œuvre, que cette chambre ne soit pas taillée sur mesure, mais que cette chambre soit une chambre crédible pour accompagner les réformes du système éducatif. À l'heure actuelle, quelle est la santé de ce sous-secteur-là? Non, le sous-secteur... Malgré les crises traversées que vous venez de décrire, quelle est la santé à l'heure actuelle? Le secteur est malade. Les recensements de la population de 2013 ont révélé qu'il y a eu plus de 800 000 maîtres artisans qui se sont recensés. Pour aller aux élections de la Chambre des métiers. Ce que vous appelez des élections professionnelles. Des élections professionnelles. Ouais. Il n'y en a que 200 000 artisans qui se sont inscrits. Cela se justifie par quoi? Les artisans sont déçus.
sont déçus de la manière dont les fêtières sont gérées. C'est-à-dire en 2013, n'est-ce pas, on a recensé près de 800 000. Et en 2018, il n'y a que 200 000 artisans. Ça veut dire que les artisans ne veulent plus de ceux qui sont là. Mais dans les faits, on constate qu'on veut imposer les mêmes. L'urgence maintenant, l'urgence même pour les membres de la coalition des artisans pour un nouveau départ, ce n'est pas l'organisation de la Chambre des métiers, mais c'est d'auditer. C'est d'auditer la gestion de l'UCIMB pour savoir qui est qui et qui a fait quoi dans le secteur pour que les différents partenaires techniques et financiers... Vous soupçonnez une mauvaise gestion, c'est ça? De toutes les façons, si les membres du bureau de l'UCIMB ont saisi l'autorité à des moments donnés, s'il y a des dossiers pendant devant les juridictions pour malversation, l'urgence c'est d'auditer la gestion de l'UCIMB pour connaître qui est qui et qui a fait quoi. Sinon, si nous mettons en place la nouvelle chambre, dans ces conditions, les mêmes causes vont toujours produire les mêmes effets. Monsieur Justin Ouissou, son nom, il est évident, et avec d'abord le ton qui commence par monter à votre niveau, que ça ne va pas donc au niveau de l'artisanat. Que faire alors pour redorer le blason de ce sous-secteur? Ça ne va pas du tout dans le secteur de l'artisanat. Et si, vous l'avez déjà dit. Si réellement les gens veulent accompagner, effectivement, comme nous avons à cœur au niveau de la coalition des artisans pour un nouveau départ, si les gens veulent réellement accompagner le chef de l'État dans sa politique de réformer le secteur qui fait partie des secteurs qui financent l'économie nationale après l'agriculture et le commerce, les gens doivent appeler toutes les différentes parties autour d'une table de négociation et poser le diagnostic, identifier les faussaires, les mettre à l'état de nu afin de relancer le secteur de l'artisanat au Bénin. Monsieur Justin Rousseau-Sonon, merci. C'est sûr que votre message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Je reprécise que vous êtes le président de l'Union des garagistes professionnels du Bénin et troisième coordonnateur national de la coalition des artisans pour un nouveau départ. Encore une fois, merci d'être venu sur le plateau du Grand Format. Mesdames, Messieurs, stop et fin pour cette édition de ce dimanche 13 décembre 2020. On va se retrouver très bientôt. Merci donc de nous avoir suivis. Très bientôt, comme je le disais, ce serait demain matin sur Actu Matin ensemble. On va fêter les parutions du jour dans la une des journaux avant le forum avec les autres collègues. Allez, portez-vous bien.